Baie de la Vésubie, c'est dans le 06 Alpes-Maritimes. Notre village, c'est Belvédère. C'est une commune qui s'étage entre 700 et 3000 mètres d'altitude. Une partie de la commune est située dans la zone cœur du Mercantour et la commune a adhéré à la charte en 2013. Un petit détail, c'est que le parc du Mercantour n'est jamais propriétaire des sols. C'est toujours ou les communes ou parfois dans des endroits peu nombreux, les personnes physiques qui sont toujours propriétaires. Alors les biens communs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est un peu à relier avec la conclusion de tout à l'heure. Le commun, projet politique à construire, point d'interrogation. Ben moi je vais un peu plomber l'atmosphère parce que le projet politique, souvent il a déjà été construit, il a été construit largement au-dessus de notre tête. Et c'est sûr qu'il faut lutter, mais c'est pas simple. Alors les biens communs qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont des estives. L'estive, qu'est-ce que c'est? L'estive, c'est un pâturage de montagne, parfois de haute montagne. Pour nous, notre estive, elle est située dans la zone cœur. On est géré par une convention pluriannuelle de pâturage. Une convention, c'est un bail qui ne donne que le droit de faire pâturer des animaux domestiques, pas de faire autre chose. Alors les conventions sont signées entre la commune propriétaire et l'éleveur, d'ailleurs. Elles doivent obtenir l'aval, pour nous, du Parc national du Mercantour, puisqu'il est le gestionnaire de l'espace. Obtenir l'aval de la DTTM, ex-DDA, de l'agriculture, ça c'est pour la légalité des articles. Et sur ces conventions, on trouve la localisation, la surface, le prix, la charge pastorale à ne pas dépasser, l'espèce d'animaux domestiques autorisés, les dates d'entrée et de sortie des animaux, ainsi que d'autres contraintes, plutôt environnementales, si besoin, qui sont acceptées par les deux parties. Alors cette estive-là, c'est un peu un patrimoine historique, c'est un patrimoine historique commun dans le sens où on est juste de l'autre côté de la vallée des Merveilles. Donc les vestiges d'occupation pastorale d'un côté comme de l'autre de cette montagne, c'est quand même daté de l'époque gallo-romaine. Et pour nous, c'est un peu une histoire familiale, parce que pour mon mari comme pour moi, nos ancêtres ont travaillé, ont créé les chemins et ont élevé leurs animaux à cet endroit-là. Donc nous, ça fait 28 ans qu'on exploitait ça. On l'exploitait en bon père de famille, mais un petit peu plus que ça, parce que même si nous sommes locataires, on n'est pas propriétaire, on n'est pas locataire, on est dépositaire. On fait le lien entre ce qui a été fait avant nous et ce qui doit être fait après nous. C'est-à-dire que pour nous, personnellement, notre but, c'est que après nous, il y ait toujours des troupeaux qui puissent venir pâturer. Et voilà, c'est une histoire de patrimoine. Je ne vais pas vous parler de biodiversité, etc. Je peux vous en parler, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Par contre, je resterai là jusqu'à ce soir. Lors du renouvellement des conventions, parce que les conventions, elles ne sont pas éternelles, c'est 9 ans maximum. La mairie, donc propriétaire du sol, au lieu de se tourner vers des gens qui allaient la conseiller, c'est-à-dire ou la DDTM, donc DDA, ou la Chambre d'agriculture, ou le CERPAM. Le CERPAM, c'est le Centre d'études et de recherche sur le pastoralisme Alpes-Méditerranée. Ou même de demander à l'éleveur concerné, parce qu'on connaît un petit peu ce genre de convention. Il s'est tourné, alors, de façon complètement unilatérale, on va dire, vers le parc national du Mercantour via le chef de secteur. Alors lui, il a ficelé la convention à son idée, il a commencé par diminuer de moitié les surfaces, il nous a mis des contraintes de clôture basse, des contraintes de clôture haute. Bon, contrainte de clôture haute, c'est à 2300 mètres d'altitude, sur les lignes de crête où il n'y a que des pierres et des chamois. Donc vous tirez une clôture électrique là, elle reste 2 heures parce que les chamois ils sont chez eux, ils vont à droite, à gauche, et les gardes du parc et le chef de secteur, c'est exactement qu'on ne peut pas poser une clôture à cet endroit-là. Bon, il y avait d'autres petits détails, mais on ne va pas rentrer dedans. La nouveauté, c'est que d'habitude, ce genre de convention, ça se passe de gré à gré. Là, s'il y avait un appel d'offres. Bon, j'ai évidemment rencontré le maire, j'avais listé tout ce qui n'allait pas, et au lieu de prendre des notes et de me dire, on va reprendre la convention, il m'a dit, non, tu signes la convention et après on fait des avenants. J'ai dit, tu sais, on ne peut pas faire un avenant sur la totalité de la convention, il faut vraiment reprendre. Et en fait, bon, à force de réunion, enfin pas avec lui, à force de réunion et de réflexion, on a bien compris que l'objectif
éviter de nous remplacer, parce que nous, ça fait 28 ans qu'on est là-haut, ça fait 28 ans qu'on fait du boulot, qu'on fait des CTE, qu'on fait des MAE. L'année dernière, on a obtenu la mention spéciale biodiversité dans un concours international. Donc ça, même si on nous met en avant dans plein d'endroits, on voulait nous remplacer par quelqu'un qui n'allait pas rester. Qui n'allait pas rester parce qu'elle avait juste 2 juments poudinières, c'était une demi-installation. Et ces 2 juments de race arabe, à 2300 mètres d'altitude, avec des loups, ça ne va pas rester. Donc, à terme, plus ou moins long terme, l'estive, elle aurait été diminuée, voire complètement abandonnée. Et ça, c'est le but du parc du Mercantour. Je vais vous l'expliquer. Lors des réunions qui ont suivi, la direction du parc a dit qu'elle n'avait absolument pas été tenue au courant de ces projets de convention, parce qu'elle avait une autre du même tonneau, et que le chef de secteur avait fait tout ça tout seul, de son propre chef, avec le premier adjoint et le maire. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a des histoires, parce qu'à la suite de diverses affaires concernant les gardes du parc du Mercantour, le ministère de l'écologie a dépêché sur place en 2011 et 2012 2 inspecteurs de l'environnement. Ils ont écrit un rapport édifiant, il est en ligne. Alors notez bien, il s'appelle « Mission d'appui au parc naturel du Mercantour ». C'est un document .gouv en plus, hein, je n'ai pas inventé. Je vous laisse aller le lire, c'est pas mal. Vous mettrez aussi ça en relation avec, sur le blog de Mediapart, avec les 2 articles de Françoise Dégère qui s'appellent « Les parcs nationaux » et « Le parc du Mercantour », si je me souviens bien. Alors le parc du Mercantour, il y a une charte. La charte, elle est en train d'être signée. C'est 200 pages, hein, c'est absolument illisible. Par contre, annexé à la charte, il y a la cartographie. Ça, c'est sur Internet aussi. Hein. Vous tapez Parc du Mercantour, vous tapez charte et vous ouvrez la carte. Alors la carte, il faut l'ouvrir sur l'ordi, vous n'arriverez jamais à l'imprimer en grand. Pour la zone cœur, il y a 3 couleurs, 3 légendes. 1, les zones remarquables. 2, les zones pastorales. 3, les zones naturelles amenées à devenir des zones de réserve intégrale. C'est écrit comme ça. Alors les zones pastorales, alors ils ont pris les conventions de pâturage de 2009, ils ont dit voilà, on verrouille. On verrouille. En plus, sur les dessins, ils les ont largement diminués. Donc s'il y a des jeunes qui veulent s'installer, il faut juste attendre que nous, les vieux, on soit morts. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Pour eux, en tout cas. Les zones naturelles. Alors les zones naturelles, ça n'existe pas dans le sens étymologique. La France a une forêt primaire de 2 hectares et elle n'est pas dans le parc du Mercantour. Ce sont des zones semi-naturelles puisqu'elles ont été façonnées par l'homme et par ses animaux. Alors la réserve intégrale, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai posé la question au directeur du parc du Mercantour en réunion publique. Il m'a dit de vous dire qu'il m'aime plus du tout. Alors la réserve intégrale, ça consiste à interdire l'accès à toute personne hormis les scientifiques. C'est-à-dire 0 randonneur, 0 éleveur, 0 animal domestique. Ils nous ont répondu que ces zones seraient décidées en accord avec les communes. Voilà, ça c'est de la théorie. En pratique, sur l'estive qui est tout à côté de la mienne, c'est une estive qui est inscrite donc dans la cartographie de la charte. Hein, on voit bien le petit dessin, il y a un seul chemin d'accès. Ce chemin d'accès, à la fin de l'été dernier, il était en travaux. Il était en travaux, ok, tout va bien. Sauf que, ils ont changé le chemin d'accès, ils ont commencé à casser l'ancien pour que les gens n'empruntent plus que celui-là. Et au bout de celui-là, ils ont mis une passerelle que les animaux ne peuvent pas prendre. Donc il y a à la fois la théorie, à la fois la pratique. Tout ça, c'est l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature. Et aujourd'hui, c'est le parc. Aujourd'hui, c'est les éleveurs. Aujourd'hui, c'est le loup. Mais demain, c'est vous. Demain, c'est vous, c'est votre jardin. C'est vos biens à vous. Maintenant, je vais vous parler un poil du loup. J'ai le temps, là? Je suis bien? Alors le loup, je ne vais pas vous parler de la détresse des éleveurs, de comment ça se passe quand on trouve nos animaux ouverts, etc. Tout ça, vous le trouvez, ça m'intéresse point trop. Moi, je vais vous parler de choses que vous ne connaissez pas. Parce que le loup, en fait, c'est l'emblématique de la volonté d'ensauvagement. C'est pas le loup, c'est ce qu'il y a derrière. En Haute-Vésubie, là où j'habite, c'est le secteur le plus impacté dans les chiffres et dans les temps. Dans le temps, depuis plus de 20 ans maintenant. Je vais vous expliquer comment fonctionne le système du comptage des loups. Alors, le comptage des loups, c'est avec ça qu'on décide s'il est en grande disparition, quel doit être le niveau de sa protection. On décide du nombre du loup, on décide des zones de présence permanente et on décide du tir. Alors pour ça,
l'ONCFS, Office national de la chasse faune sauvage, a une antenne spéciale, ça s'appelle le réseau loup. Bon, il y a évidemment des agents de l'État, et comme il faut être très très nombreux pour recueillir des observations, ils ont formé des observateurs. Moi j'ai fait la formation il y a déjà pas mal d'années de ça. Donc les observateurs, ils vont sur le terrain ou de manière opportuniste, ou alors ils font des sorties, ils ramènent des poils, des crottes, des photos, des moulages, et ils transmettent tout ça au réseau, surtout des crottes et des poils qui partent au labo. On fait un ADN. Est-ce que c'est vraiment un loup ou pas? Est-ce qu'on le connaît ou pas? Et c'est avec ça. Ça, il y a une petite formule mathématique qui est absolument adaptée, il n'y a rien à redire, et c'est avec ça qu'on calcule le nombre de loups. Sauf que 2011, 2012, 2013, 250 loups, chiffre stable, avec 20% de reproduction et d'augmentation. Ça gêne personne. Sauf que depuis 2009-2010, on a une baisse du nombre des observateurs lambda, des observateurs comme vous, comme moi, qui transmettent des observations. À tel point que là, sur le dernier bulletin, donc vous tapez Réseau Loup, ONCFS, et vous avez tout. Vous avez tous les bulletins depuis le début. Lisez-les attentivement. Vous regardez le dernier, vous verrez que pour le 06, des observations transmises par des observateurs lambda hors agents de l'État, il y en a une. C'est pas très grave, sauf que dans le plan national loup 2013-2017, à la page 26, il y a bien écrit que les journées agents de l'État coûtant tellement cher que maintenant, pour calculer le nombre de loups et au niveau du relevé d'indice, on va s'appuyer uniquement sur les relevés de terrain faits par les observateurs lambda. Ce qui veut dire que si on applique la réglementation, l'année prochaine, combien il y a de loups dans le 06? Il y en a un. Alors ça, évidemment, en réunion annuelle, je l'ai soulevé. Le directeur de la DDTM, donc ex-DDA du 06, l'a soulevé aussi. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même relativement grave. Et la personne en charge du dossier a dit, non, c'est absolument pas grave, vous inquiétez pas. Donc, moi, je veux pas vous convaincre de... Être pour le loup, être contre le loup, on s'en fout un peu. La problématique, elle n'est pas là. Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il ne faut pas le tuer? La problématique, c'est l'UICN et c'est l'ensauvagement. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les éleveurs, ils n'en peuvent plus, c'est clair. Les éleveurs, ils arrêtent. Certains arrêtent parce qu'on n'en peut plus. Les autres, ils sont armés. Ils sont armés et puis là, ils sont vraiment à bout. Tous les indicateurs sont au rouge. Pour ceux qui ont entendu Terre à Terre hier matin, c'est quand même un gars de l'INRA qui en parlait. Et lui aussi est très très inquiet. Donc on ne sait pas comment ça va finir, mais ça va pas très bien finir. Moi, ce que je me propose juste pour finir de vous donner, c'est juste des pistes, des liens internet. Parce que moi, j'aime bien que les gens ils aillent eux-mêmes à la pêche au renseignement et puis qu'ils se fassent leur propre avis. Donc vous avez le réseau loup, ONCFS Réseau Loup. Après, vous avez un blog, ça s'appelle Le Loup dans le Haut-Diois. Le Haut-Diois, c'est une région, c'est là où on fait la clairette de Die. Donc on arrive bien à s'en souvenir. Après, pour tous ceux qui nous disent et qui nous répètent qu'ailleurs ça se passe vachement mieux, vous avez Le Loup des voisins. Le Loup des voisins, vous trouverez la traduction de tous les articles traduits de l'italien, avec le lien dans les articles, où on apprend en particulier que pour ceux qui aiment le pecorino, faites vite parce que les mecs ils arrêtent, ils n'en peuvent plus. Ensuite, vous avez Pyrénées-Pyrénéus. Là, vous trouverez tout sur tous les grands prédateurs, à savoir tous ceux qui posent problème, le loup, l'ours, les vautours. Bon, ça, c'est un site beaucoup plus engagé, beaucoup plus virulent. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'observateurs? Pourquoi on n'a plus d'observateurs qui transmettent les infos? Tout simplement parce qu'en octobre 2010, Ferrus, qui est l'association fer de lance de protection des grands prédateurs, a lancé un mot d'ordre sur tous ses réseaux sociaux en disant aux observateurs membres de Ferrus, ne transmettez plus vos observations parce que ça sert à tuer des loups. Alors moi j'ai dit depuis le début que de toute façon le réseau loup c'était juste des amoureux du loup, pas des protecteurs, des amoureux de loup, et je pèse mes mots, c'est beaucoup plus grave parce que ces gens-là sont dans une secte, ils ne se rendent absolument pas compte qu'on est en train de les manipuler, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pas grave. Eh bien, dès que Ferrus a dit ça, vous regardez, c'est en dernière page, en avant-dernière page, vous avez le listing et vous voyez comme par hasard, il n'y a plus d'observation.
Donc voilà, l'ONCFS qui est chargé de donner au gouvernement les nombres de loups séquois sont des amoureux des loups et ils sont en train de les tuer parce que la situation va complètement exploser. Je vous remercie.